on va montrer que si f est un endomorphisme de Mn de k qui respecte Gln de k, et même tel que f de Gln de k est égal à Gln de k, alors k c'est un corps quelconque, hein, mais de caractéristiques différentes de 2, ce que l'on va montrer, c'est que, en fait, il y a deux exemples essentiels de tels endomorphismes. Bah, évidemment, vous avez l'identité, ça marche. C'est un endomorphisme de Mn de k, ça respecte Gln, évidemment, c'est l'identité. Et vous avez la transposition, parce que vous savez que si vous prenez une matrice, bah oui, le déterminant est stable par transposition, donc si vous avez une matrice inversible, sa transposée est inversible. Et quand je dis essentiellement, c'est à double changement de base près, c'est-à-dire à action de Steinitz près, ou si vous voulez, ce que l'on va montrer, c'est que si f vérifie ceci, alors f, c'est soit m donne PMQ, où P et Q sont deux matrices inversibles, ou alors P, M transposé Q. Voilà. Alors, ça fait penser à un développement que les agrégatifs connaissent bien, je pense, en tout cas un certain nombre d'agrégatifs l'ont dans leur musette, c'est que quand F stabilise Gln de K, eh bien F respecte le rang. Mais en fait, on va aller plus loin que ça. On va montrer que F respecte le rang, qui est quand même une... Je crois que c'est une topinade, hein. Je n'enseigne pas en classe prépa, mais déjà à mon époque, on en parlait comme un exercice classique de colle. Je pense que pas mal de colleurs en prépa connaissent cet exercice, qui est fait de façon complètement différente de ce qu'on va voir là. Et on va montrer ça donc, par la méthode de Math Docteur 2025, où finalement, qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre boîte à outils? Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que si f est un sous-espace de Mn de k qui n'intersecte pas Gln, et de dimension maximale, c'est-à-dire n facteur de n-1, alors, soit f égale kd, soit f égale ih. Kd, bah, c'est l'ensemble des matrices, disons même le sous-espace des matrices, tel que D est inclus dans Rm, et IH, c'est le sous-espace des matrices, tel que Im de M est inclus dans H. Où D, c'est une droite, et H, un hyperplan. D'accord ? Dans la suite, je donnerai une définition générale, je vais généraliser cette définition, K, je sais pas moi, KL, où L est un sous-espace, ce sera la même chose, mais bon, voilà, et pareil, IL, dans l'autre sens. Bien, alors on va attaquer cette preuve, vous allez voir, c'est vraiment un feu d'artifice dans la dernière partie, quoi, le champ du signe de Math Docteur 2025 problème algèbre. Alors, ça va assez vite les premières questions, il faut montrer que f est un isomorphisme, bon ben c'est facile. En fait, c'est mieux de regarder la surjectivité de f, parce que si f est surjectif, on sait que f est injectif, donc il est iso, parce que c'est un endo. Eh bien, Gln de k est inclus dans une de f par hypothèse, mais le sous-espace engendré par Gln de k, du coup, est inclus dans im de f, puisque im de f est un sous-espace. Donc, comme on sait, d'après les questions préliminaires, le lemme 1, que ça c'est Mn de k, eh bien, vous avez l'égalité. Donc, im f est surjectif et c'est bon. Maintenant, il faut montrer que f de kd est soit de la forme kd', soit de la forme ih'. Ces deux cas, on s'en doute, c'est eux qui vont donner le cas où f est moralement l'identité et où f est moralement la transposition. Alors, allons-y. D'abord, comme f est iso, on sait que l'image, alors on sait que kd est de dimension n, n-1, et donc la dimension de l'image est respectée, puisque f est iso, donc ça va être n, n-1. Maintenant, quand on va regarder f de kd inter Gln de k,
c'est f de kd inter f de gln de k, d'après l'hypothèse. Mais comme f est iso, c'est f de kd inter gln de k. Mais ça, c'est l'ensemble vide. Donc, globalement, f de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc ici, on a l'ensemble vide, ce qui fait que f de kd est un sous-espace de Mn de k, de dimension Nn-1, et qui n'intersecte pas Gln de k, et on a vu dans les questions précédentes que ça veut dire que f c'est soit de la forme kd, bon ici d c'est déjà pris, donc je prends d', ou f égale ih'. Voilà, tout simplement. Bien. Maintenant, la question suivante demandait une certaine cohérence, c'est-à-dire que si pour un d, une droite donnée, f de kd est de la forme kd', alors, pour toutes les droites, d'accord, on va avoir f de kd qui va être sous la forme, pour toutes les droites d, f de kd va être sous la forme k d'une droite, que je vais appeler phi de d. Le problème ne donnait pas le nom de cette droite, mais je l'appelle phi de d. Alors, oui, la raison, elle est dans la dimension de l'intersection. Cette question n'était pas si facile à trouver. Regardez, on va supposer que pour un D1, donc par l'absurde, que pour un D1, f de KD1, c'est KD'1, et pour un D2, donc une autre droite forcément, f de KD2, c'est un IH2. Voilà. Bien, bon, je vais même mettre H'2 pour la cohérence. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Eh bien, je vais regarder KD1 inter KD2. C'est K D1 plus D2. Je vous ai dit, D1, KD1 plus D2, c'est le sous-espace des matrices telles que D1 plus D2 est inclus dans le noyau de la matrice. Oui. Donc, si on regarde cette intersection, bon, c'est facile de montrer ça par une double inclusion, d'accord ? Maintenant, si on regarde cette intersection dans une bonne base, c'est-à-dire que je vais prendre, donc D1 est différent de D2, donc D1 plus D2, c'est un plan. Le plan, il va être engendré par les deux derniers vecteurs de la base. Et ensuite, je complète par le théorème de la base incomplète. Eh bien, ça veut dire que KD1 plus D2, il a cette tête-là. D'accord ? Bon, donc modulo changement de base, attention. Ça veut dire que cette dimension, c'est n, c'est le nombre d'étoiles dans ce rectangle, là, c'est n facteur de n-2. Voilà. En revanche, quand on va regarder f de KD1 inter KD2, comme f est iso, ça devrait être exactement la même dimension, c'est-à-dire n facteur de n-2, mais là, par hypothèse, c'est KD'1 inter IH'2. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer de base ici, et je vais changer de base ici. D'accord ? Ce qui change pas, voilà, je regarde juste les matrices, mais dans d'autres bases, en quelque sorte. Donc, bon, alors ça, c'est une gymnastique qu'on fait où les matrices, on les voit comme des applications linéaires. Disons, là, ici, c'est des endomorphismes. Et là, on fait un double changement de base de départ et base d'arrivée. Et qu'est-ce que je prends comme base de départ ? Ici, dans ma base de départ, ici, ça va être un vecteur directeur de D'1. Et dans ma base d'arrivée, ici, ça, c'est une base de H'2. Ce qui va faire que f de KD1 inter KD2, qui est donc de cette forme-là, ça va être de cette forme-là. Donc, sa dimension, ça va être, cette fois-ci, n-1 au carré. Voilà. Bon, et ça, c'est pas égal à ça. À un près, mais c'est pas égal. Donc, il y a une absurdité, vous voyez ? Et en fait, cette absurdité, c'est que, en gros, cette colonne de 0 et cette colonne de 0 sont parallèles, alors que cette ligne de 0 et cette colonne de 0 ont une intersection de dimension 1, en quelque sorte, et c'est ce 1 qui manque pour avoir l'égalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, voilà. Alors maintenant,
ça veut dire que si f de kd égale kd' pour 1D, alors pour tous les autres, ce sera aussi un espace de type kd'. Donc maintenant, comment basculer? Avec la transposition. C'est-à-dire, ce qu'on a envie de dire, c'est que si maintenant f de kd est égal à IH', alors quel que soit D, f de kd sera de la forme IH' aussi. Oui, en fait, on peut composer f par la transposée. Donc on fait transposer rond f. Et maintenant, si je prends la transposée ici de f de kd, je vais avoir ici la transposée de kd'. D'accord ? Et la transposée de kd', eh bien là, ça va être de la forme IH'. Regardez, je vais partir de D inclus dans Km. Je munis l'espace Kn de sa base canonique et je regarde l'orthogonale pour la forme canonique. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai que Krm orthogonal, lui, il est inclus dans D orthogonal. Mais ça veut dire, finalement, Krm orthogonal, on sait que c'est im de m transposé. Donc im m transposé est inclus dans D orthogonal. Et après, bon, comme l'orthogonalité, ça va dans les deux sens, eh bien, ça fait que la transposée de Kd, donc l'ensemble des transposées des matrices de Kd, c'est exactement le I de D orthogonal, de l'hyperplan D orthogonal. Ce qui va faire que si f de Kd c'est un IH', eh bien, je regarde transposer rond f, et la transposée rond f va m'envoyer f de Kd sur Kd'. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on a montré là maintenant? C'est soit f envoie Kd sur des K phi de D, soit f envoie Kd sur des I de phi de psi de D, ou psi de D, c'est un hyperplan. Voilà, donc on a déjà ce résultat, et c'est ce résultat qui va impliquer qu'on a conservation du rang, qui est la première étape que je disais, un certain nombre d'agrégatifs et de colleurs connaissent bien. Alors nous y voilà, on va montrer que f conserve le rang. Donc il suffit de montrer que le rang de f de m est supérieur ou égal au rang de m. Oui, pourquoi? Parce que comme f est iso, et vérifie évidemment que f-1 de gln de k est égal à gln de k, on appliquera cette inégalité à f-1 ici. On va prendre f de m égale n, et on va appliquer l'inégalité à n, et on va obtenir l'inégalité inverse. Évidemment, ça c'est une technique assez habituelle. Donc il suffit de montrer cette inégalité, et donc je vais supposer que le rang de m est égal à R. Ça veut dire que le noyau de m est engendré par une base à n-R éléments, par la formule du rang. Je prends donc ces éléments, je les appelle EI, I de 1 à n-R, et DI, pour moi, ce sera la droite engendrée par EI. Bien. Donc maintenant, ça veut dire que f de m, il appartient à f de cette intersection, donc l'intersection des f, d'accord? Et ces f de KDI, c'est des KD'I. Donc f de m appartient à l'intersection des KD'I. Ce qui veut dire que chaque D'I est dans le noyau de f de m, et donc la somme des D'I est inclue dans le noyau de f de m. Maintenant, comme f est iso, on peut faire exactement comme tout à l'heure le truc inverse, et voir que ici, on a en fait l'égalité. Ce qui veut dire que la dimension de ker de f de m, eh bien, c'est inférieur ou égal à n-R. J'ai pas eu besoin de montrer que ces droites étaient en somme directe, en quelque sorte, grâce à cette astuce de l'isomorphisme inverse. Et donc, comme la dimension de ker est inférieure ou égale à n-R,
ça va me faire que le rang de f de m est supérieur au rang de m par la formule du rang. Alors, pour f conserve le rang, j'avais regardé juste le cas où f de k était un k. Étant donné que la transposition conserve le rang, le deuxième cas, il est clair. Donc maintenant, on va montrer que si EIJ, c'est la base des matrices élémentaires de Mn de k, f de EIJ est de la forme lambda IJ, CI, LJ. Alors ça, c'est vrai, il faut montrer que c'est vrai, quel que soit IJ, eh bien, il va exister une famille lambda IJ de scalaires, une famille CI de colonnes et une famille LJ de lignes. Alors, on fait une petite analyse de ce qu'on a là. Si C, c'est une colonne, et L, c'est une ligne, donc vous multipliez une colonne comme ça par une ligne, eh bien ça va vous faire une matrice NN, et on va dire l'image de cette matrice est engendrée, c'est la droite engendrée par cette colonne, si la colonne est non nulle évidemment. Voilà. Maintenant, comme donc c'est une droite qui est dans l'image, l'image est une droite, on va dire, le noyau c'est un hyperplan, et c'est l'hyperplan qui est défini par le noyau de la ligne L. L vu comme une forme linéaire. Voilà. Bien. Après cette petite analyse faite, regardez ce qui se passe. Comme f respecte le rang et que EIJ est de rang 1, ben le rang de f de EIJ c'est égal à 1, pas de souci. Ce qui veut dire que f de EIJ possède une image engendrée par une matrice colonne CIJ et possède un noyau, d'accord, donc qui a un hyperplan défini par une forme linéaire donnée par LIJ. Bien. Donc maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que CIJ, la colonne CIJ, est la droite engendrée par cette colonne est non nulle, parce que f de EIJ est de rang 1, cette droite ne dépend pas de J. Voilà, donc ne dépend ici que de I. Et à partir de là, bon, je vais un peu vite parce que c'est la fin, mais quitte à transposer, on aura la même chose sur LJ. Je vais supposer évidemment, hein, comme tout à l'heure, dans un premier temps, que F conserve les K et les I. D'accord? Quitte à transposer, hein, je peux toujours supposer ça. Alors regardez, im de EIJ, c'est le sous-espace, c'est la droite engendrée par EI, donc c'est l'intersection pour les cas différents de I des hyperplans orthogonaux à EK. Parce que EI, il est toujours orthogonal pour la forme canonique à EK, hein, parce que EI c'est la base canonique, donc pour la forme canonique, EI est toujours orthogonal à EK, quel que soit K différent de I. Donc ça veut dire que im de f de EJ, il est dans l'intersection des f des I de ces hyperplans, d'après la définition de l'hyperplan, puisque l'image est incluse dans l'hyperplan. Donc ici, on va avoir f de ce I-là. Ok. Mais on a fait la supposition, quitte à transposer, que f conservait les K, donc il conserve les I. Donc ça, c'est une intersection de I, de phi de ces hyperplans. Phi qui ne dépend évidemment que de f. Et donc, ça ne dépend pas de J maintenant, parce que là c'est K différent de I. Il y a une indépendance totale par rapport à J. D'où ce CI, et ensuite, quitte à transposer, alors si on transpose, eh bien on va avoir une famille CJ à gauche et LI à droite. D'accord? Voilà. Si on transpose. Donc quitte à transposer ici. Hein. Quitte à transposer. Bien. Maintenant, il reste à conclure. Bon, f de m maintenant est de la forme. Donc je vais poser P, la matrice
dont les colonnes sont ici les CI, dans ce cas-là, hein, on est toujours dans le cas où F respecte les K et respecte les I, hein, voilà, eh bien, je vais poser P égale cette matrice donnée par les colonnes des CI, et Q donnée par les lignes LJ, et on vérifie que F de EIJ est égal à P EIJQ, par définition, et donc comme c'est vrai sur une base, ça va être vrai quel que soit M, parce que F est linéaire, donc F de M sera égal à ça. Au passage, on démontre que les CI sont libres. Pourquoi? Parce que comme F est iso, bah forcément P est dans GLN. Donc maintenant, on sait que P et Q sont bien dans GLN. Donc les colonnes CI sont libres entre elles et les lignes LJ sont libres entre elles aussi. Voilà, tout est bien. Et maintenant, quitte à transposer, bon, bah maintenant, si on n'est pas dans le cas où on conserve les K et on conserve les I, donc on échange les K et les I, eh bien je transpose et j'ai la même chose. Voilà, bon, on a à peu près terminé. Bon, ça a fini un petit peu sur les rotules, mais je pense que vous pouvez parfaitement, avec toutes ces idées, compléter tout ce que j'ai dit. Sinon, ce serait peut-être un peu long et ennuyeux si je devais donner tous les détails à ce niveau-là. C'est une fin de problème. Voilà, pour finir, je remercie le concepteur du problème de nous avoir apporté, on va dire, matière à réflexion.